Voilà, donc présentation apéritive en quelque sorte du sujet. Nous allons maintenant essayer de l'éclairer d'un point de vue historique à travers la présentation de Dominique Trimbure qui est là ce soir. Dominique Trimbure est titulaire d'un doctorat de l'université de Metz. Sa spécialité, ce sont les relations germano-israéliennes. C'est le sujet sur lequel elle a fait sa thèse de doctorat, publiée au CNRS sous le titre de la Shoah à la réconciliation, la question des relations RFA-Israël 1949-1956. Mais son champ d'étude va au-delà, il est vraiment un historien de la présence européenne en Israël-Palestine et il a été, et il est toujours, chercheur associé au Centre de recherche français à Jérusalem, dont Vincent Lemire, l'actuel directeur, est ici présent. Dominique a publié divers ouvrages, j'en cite deux, de Bonaparte à Balfour, La France, l'Europe occidentale et la Palestine, 1799-1917, et un autre ouvrage publié sous le titre De Balfour à Ben Gourion, les puissances européennes et la Palestine. Mais ce qui nous vaut surtout sa présence ce soir, c'est un autre livre, publié en 2002, intitulé « Une école française à Jérusalem, de l'école pratique d'études bibliques des Dominicains », qui était le premier titre de l'école, à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. C'est un ouvrage publié en 2002 qui resitue. Donc Dominique, si vous voulez bien venir nous faire cette présentation, et merci d'être là. Je mets le corpus de l'autre côté. Voilà. Merci infiniment pour l'invitation, monsieur le directeur, cher Jean-Jacques. Et effectivement, c'était pour moi l'occasion de revenir sur cette petite étude que j'avais commise en 2002 et qui était partie d'une impulsion d'un personnage auquel je voudrais qu'on rende hommage aussi, ou dont on rappelle la mémoire, qui est le Père Montagne, le biographe du Père Lagrange, et qui, lui, était arrivé une fois, on avait créé des relations qui étaient presque d'amitié, en tout cas on aimait travailler ensemble, et il appréciait ce que j'écrivais tout en ayant des mots bienveillants et très fermes à l'égard de ce que j'écrivais, et donc c'est lui-même qui est arrivé un jour avec un extrait de l'éphéméride du Dier du couvent de Saint-Étienne. Il m'avait dit, mais donc c'était une ligne et demie, quelque chose comme ça. Il me dit, Dominique, explique-moi donc ce que ça veut dire. Et il en est sorti 150 pages, je crois, au total. Et je vais essayer de résumer avec vous ces 150 pages en essayant d'être aussi vivant, mais ça, j'y arriverai pas, que Jean-Michel à l'instant avec ses photos. Et effectivement, alors aujourd'hui, on a une évidence qui est l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, mais en même temps, on en oublie peut-être régulièrement le statut qui est en fait paradoxal, puisque, effectivement, et je vais y revenir, c'est une institution d'église créée par les dominicains français en 1890 sous le nom qu'on a bien entendu d'école pratique d'études bibliques, pardon, et donc bien sûr ça n'est pas sans rappeler l'école pratique des hautes études, donc en fait on voit l'ambition académique qui est affichée, mais c'est aussi une institution, cette école biblique, d'une institution de la République depuis 1920, et on l'a rappelé à l'envi à l'instant, une école archéologique française de Jérusalem sous la houlette de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et comme le titre de l'Académie est très long, je dirais les belles lettres, l'AIBL, et le secrétaire perpétuel m'excusera pour cette facilité de langage. Et de fait, sa réputation scientifique à cette école pratique d'études bibliques lui vaut d'être érigée en institution académique tout en demeurant institution dominicaine. Son directeur, un dominicain français en principe, ou francophone, n'est-ce pas Jean-Michel Pauffette, ici présent. Donc son directeur, un dominicain, doit être nommé par l'AIBL, JV, et par le maître de l'ordre, avec l'aval de la congrégation vaticane de l'enseignement catholique. Alors comment en est-on arrivé là? Ce passage d'école pratique d'études bibliques au rang d'école française n'est pas seulement un simple changement de statut juridique. On peut parler, dans un premier temps, d'une école française de facto. Et donc, vous m'attendez au virage, on deviendra un peu plus tard une école française de jure. Une école française de facto
qui est créé dans une Palestine qui achève à cette époque sa phase de redécouverte, avec des rivalités internationales, multiplication des institutions étrangères, dont beaucoup sont encore présentes sur les lieux aujourd'hui. Pour la partie catholique française, c'est l'achèvement, à ce moment-là, d'un mouvement général. Les dominicains figurent en effet parmi les derniers religieux de l'Hexagone à s'établir en Terre Sainte. C'est aussi un essor inattendu pour le petit couvent de Saint-Étienne dès que les fils de Saint-Dominique établissent au cours des années 1880. Un contexte qui est aussi marqué par la politique intérieure de la République française, 1880 étant la première année d'expulsion des religieux français à partir du territoire métropolitain, ce qui permet, à contrario, et de manière pas forcément complètement paradoxale, le renforcement de la présence française, notamment en Palestine. Le contexte scientifique, c'est l'essor des études bibliques avec une multiplication des centres d'études et surtout, du côté des catholiques, la volonté de lutter contre une apparente prédominance protestante, avec de fait un fort développement archéologique, une modernisation de cette science et l'installation progressive de missions permanentes ou semi-permanentes par les grandes puissances, avec des relevés scientifiques, et à l'instant on en a parlé, pouvant aussi largement être mis à profit par les appareils militaires des différentes puissances, et Jean-Michel à l'instant n'a pas rappelé la carrière d'espion du père Jossen au cours de la Première Guerre mondiale, où on avait effectivement mis à profit sa connaissance du terrain et des populations. La qualité française de cette école dont on parle est une qualité bien sûr présupposée. La nouvelle communauté qui s'installe en Palestine est perçue avec faveur à Paris, avec et en effet une communauté issue de l'une des provinces françaises des Dominicains. Cela doit permettre de parfaire le réseau français qui achève donc de se mettre en place, avec une institution biblique qui avait été imaginée par le passé à Sainte-Anne, pas très loin d'ici, au moment où l'on avait réfléchi à l'attribution à une communauté religieuse de cette église croisée devenue française en 1856. On avait parlé des dominicains, des pères blancs, des assomptionnistes, et en fait cette institution biblique n'avait pas vu le jour à ce moment-là. La qualité française du nouvel établissement, d'abord le couvent, est soulignée presque à outrance, à la fois par les autorités de Paris et par les religieux eux-mêmes. C'est ainsi que le père Mathieu Lecomte, le fondateur du couvent en 1882, en parle de cette qualité française pour s'imposer face au patriarche latin de Jérusalem et aux custodes franciscains. Nous sommes dans un système de rivalités internationales, donc même au sein du catholicisme, bien sûr, on retrouve ce genre de revendications qui s'affichent. Et aussi, bien entendu, le père Mathieu Lecomte met en avant cette qualité française pour remporter les suffrages des décideurs du Quai d'Orsay. Il s'agit de caresser le chat dans le sens de son poil. C'est un succès, effectivement, puisque en décembre 1882, le consul Langlais, c'est le nom du consul français, le consul Langlais, écrit « Les ruines de l'église de Saint-Étienne sont devenues françaises malgré les Russes et les Grecs ». Vous voyez, on est dans une affirmation très, très forte. Et l'inauguration, cette fois-ci, de l'école biblique est un succès français. Le 15 novembre 1890, c'est la date, on inaugure un fleuron de la présence française en Palestine, avec une double appartenance, catholique et française, qui est soulignée par les deux principaux orateurs du jour, le père Lagrange, on en a parlé et on l'a vu sur une diapo, qui dit, je le cite, « Je n'ai pas besoin de résumer les raisons qui font désirer qu'on ouvre à Jérusalem un cours spécial d'études bibliques. Il fallait qu'une pareille école fût catholique. Mais il convenait qu'elle fût spécialement française, puisque la France s'honore du titre de protectrice des lieux saints, qu'elle a conquis par les croisades et conservé par la politique constante de nos gouvernements. Quant au consul Ledoux, alors consul de France à Jérusalem, il parle d'une œuvre grandiose, également catholique et nationale, fermez le banc. Au-delà de cette rhétorique, certaines clauses donnent une assise plus ferme à la qualification d'établissement effectivement français. C'est par exemple un arrangement qui est exigé de la part du gouvernement de Paris et obtenu grâce à Lagrange lui-même, avec un recrutement majoritairement, voire purement français, concédé en septembre 1890 par le maître général de l'ordre, qui est à l'époque le dominicain Larocca.
Lors de l'ouverture officielle des cours, en novembre 1891, le père Fauché mentionne toutes les caractéristiques très françaises, effectuées, je cite, « sous la présidence et le patronage de M. Ledoux. Cette inauguration assure des cours en français donnés par des professeurs français. » Charles Ledoux négocie pour que soient accordées aux dominicains les dispositions de la loi militaire de 1889, qui est entrée dans l'histoire par son petit nom, la loi des curés Sacodo, c'est-à-dire une loi qui permet l'exemption de service national et donc un renforcement à terme grâce à un recrutement régulier. Le système, c'est qu'on oblige les ecclésiastiques à faire désormais leur service militaire, mais ils peuvent en être exemptés à partir du moment où ils s'engagent à passer, je crois, un minimum de 3 ans à l'étranger au service d'un établissement français établi justement à l'étranger. Le consul, à l'époque, donc Ledoux, qui est mort en poste et dont on trouve la pierre tombale à Sainte-Anne, le consul inscrit en bonne place l'école dans les propositions d'allocation, c'est-à-dire les financements, qu'il adresse chaque année au département, et ses successeurs éprouvent le même besoin de l'encourager, cette jeune école. L'école biblique fait effectivement l'objet de convoitises de la part des autres puissances, la Russie, l'Allemagne, qui songent à créer une école de ce type sur le terrain de la dormition qu'elle reçoit en don du sultan, où sont établis désormais les bénédictins allemands, à l'époque les bénédictins de Peuron, et les protestants allemands fondent en 1900 le Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes, et donc là on a une concrétisation de cette compétition internationale. De la même manière qu'en 1900 est créée une école américaine d'archéologie, comprise par le représentant français de l'époque, Ernest Osepi, comme l'imitation laïque du modèle de Saint-Étienne. Il y a un soutien renforcé de la France au cours de ces années par la clarification notamment du statut de l'école à l'égard de l'Empire ottoman. L'ambassade de France à Constantinople prend en charge l'obtention d'un firman, le décret impérial accordant l'exemption d'impôts en faveur de l'école. En novembre 1892, l'arrangement est déjà conclu et l'école est bien entendu, avec le couvent, bien entendu, incluse dans la fameuse liste des établissements comprise dans l'accord de Mytilène du 12 novembre 1901, dont on sait qu'aujourd'hui il a toujours validité. Alors est-ce véritablement une école française? Tout justifie a priori l'utilisation du qualificatif d'école française. Là sont en effet, et je l'ai précisé, donnés des cours en français. C'est un lieu de regroupement de scientifiques français, un établissement qui diffuse son savoir par le biais d'organes paraissant en français, la revue biblique, les études bibliques, un lieu de culture française où le tout Jérusalem, un peu comme ce soir, où le tout Jérusalem de toute nation, de toute religion se retrouve pour entendre des conférences données en français, relatives soit au sujet d'études des pères, soit, et c'est effectivement le cas, aux vertus de la civilisation française qu'ils représentent. Avec, de leur part, de la part des religieux, de nombreuses proclamations d'attachement à la cause française. Il s'agit de mettre en avant le caractère français de l'établissement, dans l'objectif d'obtenir une aide supplémentaire de la part de la France, je l'ai déjà évoqué, c'est quelque chose de récurrent, et en ce sens, ils obtiennent un succès, mais ce sont aussi des proclamations qui ne sont pas systématiquement accompagnées de demandes de contrepartie concrètes, les dominicains transmettant aux autorités leur production, comme pour montrer qu'ils méritent effectivement leur attention ou désirant s'assurer de la bienveillance des représentants français. Il y a en face de nombreux satisfecit de la part de ces milieux. C'est devenu entre-temps un instrument majeur de l'affirmation française en Palestine, à l'encontre, encore une fois, des établissements du même type, mais avant tout des puissances qui se tiennent derrière ceux-ci. Avec la mise en avant des résultats obtenus, c'est par exemple, et Jean-Michel en a parlé par le biais de la photo qu'il nous a montrée, la découverte de la mosaïque byzantine de Madaba en 1897, qui, je cite, fait honneur à la science archéologique française, si bien représentée en Palestine par l'école des études bibliques. On oublie un peu les franciscains italiens au passage, mais bon. Lagrange présente les résultats de ses investigations à l'Académie des inscriptions le 17 septembre 1897.
Les diplomates français, ici ou à Constantinople, font tout pour faciliter le départ en mission archéologique, et là encore on a vu des photographies qui y font référence. Ils agissent aussi pour simplifier l'exportation de biens archéologiques dans le but d'enrichir les collections des musées français. C'est ainsi que, en 1905, est fait don au musée du Louvre d'une inscription nabatéenne provenant du Haut-Rang, colis expédié par la valise diplomatique. Alors, je ne sais pas si c'était complètement dans la légalité, mais en tout cas ça s'est effectué pour le bien des collections du Louvre, et on se retrouve dans les débats actuels. Il y a aussi usage de la terminologie école française par les religieux eux-mêmes lorsqu'ils mettent en avant les mérites de leur institution, par les diplomates, lorsqu'ils poussent les dossiers successifs de demande de fonds exceptionnels, lorsqu'ils donnent de l'écho aux efforts de propagande effectués par les dominicains, ou défendent l'école contre les massifs coups de boutoir étrangers. Par exemple, en 1910, le consul général Guéraud écrit, je le cite, « Dans ces conditions, notre savant compatriote a pensé qu'il convenait de donner une nouvelle preuve de la vitalité de l'école française d'études bibliques de Jérusalem. » Cette idée est reprise par l'opinion publique, ou en tout cas par certains porte-voix, comme le marquis de Vougué en 1911, qui écrit, à propos d'une séance à laquelle il assiste ici, je pense que ça s'est passé dans la même salle éventuellement, « Notabilité locale, jeunesse studieuse de la ville, étrangers de passage viennent applaudir le beau langage de la France, subir l'action de la science française, l'influence de ses idées. » Point. Maurice Pernaud, un publiciste, un journaliste de l'époque, rédacteur au Journal des débats, fait une tournée dans tout l'Orient en 1912 et va faire rapport de son passage dans le journal qui est très lu à l'époque, ce Journal des débats. Et l'on dénonce à ce moment des faiblesses. En effet, l'école biblique, l'école pratique d'études bibliques que je décris là, qui paraît effectivement plutôt assurée, connaît dès le départ un recrutement défaillant et surtout, écrit Maurice Pernaud dans son article, l'école française biblique n'est point en faveur à Rome, où l'on met autre chose en place aux mains des jésuites. C'est une institution, et je vais y revenir, c'est une institution fragile, comme ce sur quoi insiste Maurice Pernaud dans le Journal des débats. Il inscrit précisément ses observations en parallèle à l'installation de l'annexe hiérosolymitaine de l'Institut biblique pontifical des jésuites voulu par le père Fonck, non seulement un jésuite, mais en plus un Allemand. Et je cite longuement Maurice Pernaud, la mesure décrétée par la congrégation consistoriale, c'est-à-dire le rappel à Rome du fondateur de l'école biblique, donc la mesure décrétée par la congrégation consistoriale n'atteint pas seulement le père Lagrange, mais en lui et avec lui l'école qu'il avait fondée et qu'il dirigeait. Or, ce n'est un secret pour personne, que depuis de longues années, mais surtout depuis 1905, les intransigeants de Rome menaient une campagne acharnée contre l'école biblique de Jérusalem. Et ce qu'ils voulaient affaiblir et ruiner en elle, ce n'était pas tant l'Institut de sciences religieuses à tendance libérale que l'Institut français, l'un des meilleurs instruments de l'influence française en Palestine et en Orient. Aussi, la campagne était-elle menée principalement par des jésuites d'Italie et d'Allemagne et par des franciscains italiens. Le départ du père Lagrange, la suspension de son enseignement, l'interdiction de ses ouvrages, la disparition ou la transformation de la revue biblique sont des résultats fort propres à encourager les ennemis de l'école française de Jérusalem. Ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin et poursuivront la lutte jusqu'à ce qu'ils aient obligé les dominicains français à fermer leur école et à céder la place aux jésuites allemands ou italiens qui sont déjà tout prêts à la prendre. Fin de citation. Après 20 ans de travail, l'école reste donc soumise aux aléas théologiques et politiques, avec le rappel de Lagrange, qui montre une insécurité de sa place, de sa position, qui est largement interprétée par les autorités françaises comme une attaque contre les intérêts de Paris à Jérusalem. L'arrivée progressive des jésuites en Palestine et l'étude de la mise en place là d'une antenne de l'Institut biblique pontifical fait l'objet d'intenses préoccupations de la part du Quai d'Orsay dès les premières rumeurs relatives à leur installation en Terre Sainte. Je le cite. Il y aura lieu de regretter, au point de vue français, qu'un établissement essentiellement français soit remplacé par l'Institut qui se dit international, mais dont le chef actuel est allemand et les méthodes allemandes, ainsi qu'une partie de son personnel enseignant. Quelle abomination, n'est-ce pas ?
Du coup, on voit, pour dresser un contre-feu, une concertation entre le ministère des Affaires étrangères et des jésuites français, à Paris ou surtout à Beyrouth, pour amener à contrôler l'établissement jésuite prévu pour se monter dans la ville sainte, avec la mise de cet établissement, donc l'antenne de l'IBP, sous la protection française, avec surtout obligation pour la Compagnie de Jésus de nommer à sa tête un religieux français, et ce sera le révérend père Malon, qui sera placé à sa tête. Il y a, dans cette situation fragile, de plus en plus de la part des dominicains, de plus en plus le désir de bénéficier d'appui en provenance de Paris. Un appui moral, certes, mais également un soutien matériel régulier. Lagrange va même jusqu'à exprimer ses doutes quant à l'avenir de l'établissement, tellement il est ébranlé effectivement. Il demande un recours, un soutien financier et moral, mais avant la Première Guerre mondiale, cet appui reste avant tout d'ordre moral. Il demande un soutien financier, je ne sais pas si j'ai prononcé le mot, et il obtient surtout un soutien d'ordre moral. La République ne lui accorde en effet que les subsides qui ressortissent à l'appui habituel qu'elle apporte aux établissements français d'Orient. Mais l'allocation est versée aux dominicains de Jérusalem, elle est versée et poursuivie même dans les périodes où les relations entre l'État français et la communauté religieuse s'enveniment particulièrement. C'est ainsi qu'en 1906, au moment où est discuté le budget du ministère des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, il est écrit des diminutions d'allocations, c'est le consul général de France qui tient la plume, des diminutions d'allocations seront certainement interprétées dans les circonstances présentes comme un commencement d'abandon de nos droits séculaires. Et l'on plonge là dans l'histoire ancienne de la relation de la France à l'Orient. On accorde aussi certaines aides exceptionnelles pour la mise en valeur du terrain, la construction du couvent où nous nous trouvons, l'équipement de base de l'institution scientifique avec la souscription d'abonnements à la revue biblique par certaines administrations parisiennes. C'est aussi la prise en compte de besoins scientifiques précis pour des explorations, on en a vu les illustrations, comme celles effectuées par les pères Jossin et Savignac en Arabie de mars à mai 1907. C'est aussi l'accord d'une allocation spécifique de la part du ministère des Affaires étrangères, par exemple en 1913, seulement pour certaines missions précises, en l'occurrence du père Jossin vers le Sinaï, avec aussi des apports intermittents. Dès 1892, Lagrange, dans cette situation, se déclare prêt à l'hébergement dans ses murs de boursiers venus de France, proposition qui concerne des bénéficiaires aussi bien ecclésiastiques que laïcs. L'idée est discutée par le fondateur de l'école biblique lors d'un séjour à Paris, parrainé par le marquis de Vaugoët, qui est à cette époque l'un des grands patrons de l'école, au sens américain du terme, l'un des grands parrains plutôt, historien des églises de Terre Sainte, et aussi il bénéficie, le père Lagrange, de l'appui de l'archéologue et diplomate Charles Clermont-Ganneau, ancien chancelier du consulat de France à Jérusalem et membre de l'Institut. L'idée, néanmoins, de cet accueil de boursiers, de missionnaires, comme on les appelait à l'époque, n'est pourtant pas suivie d'effet. Et pourtant, il y a régulièrement reconnaissance de la part de la communauté scientifique française envers les travaux des dominicains, avec en 1903 un premier couronnement qui est la nomination du père Lagrange comme correspondant de l'Institut de France. L'école biblique est régulièrement chargée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'effectuer à ses frais néanmoins des missions d'exploration dont certaines ont acquis une célébrité encore valable aujourd'hui. C'est par exemple l'exploration de Pétra à partir d'octobre 1897, qui donne lieu à des découvertes importantes et à des descriptions très vivantes devant l'AIBL. Je pense que l'affaire des fusils dont nous a parlé Jean-Michel est évoquée lors de cette description. C'est l'expédition de 1899 à Geyser de Philistie sur les traces de Clermont-Ganneau, puis au début du siècle suivant, le retour à Madaba, cette fois aux frais de l'AIBL, et l'exploration du Negev palestinien. L'Académie salue régulièrement les nouvelles parutions de l'école biblique, comme en 1905, la deuxième édition des études sur les religions sémitiques du père Lagrange, ou en 1903, du père Jossin, les coutumes des Arabes au pays de Moab, qui est couronné dès sa sortie. Dès sa création aussi, la Société française de fouilles archéologiques, présidée par l'académicien Ernest Bablon, porte son attention sur les travaux de l'école. C'est ainsi que Bablon écrit à propos de la mission en Arabie
Jossin et Savignac, je le cite, représentent glorieusement la participation de la France à cette exploration archéologique sur laquelle, grâce à eux, les savants de l'Allemagne et de l'Angleterre n'auront pas jeté leur dévolu exclusif. Donc le père Lagrange est en quête de stabilité, car avant la Première Guerre mondiale, on trouve quelques tentatives dominicaines visant à une reconnaissance de la part de la France. C'est ainsi que l'on trouve, dans une lettre datée d'octobre 1909, une demande adressée à Anatole Leroy-Beaulieu, directeur de l'École libre des sciences politiques, d'une reconnaissance de l'école avec l'attribution d'un statut d'utilité publique. Et Anatole Leroy-Beaulieu écrit à Lagrange: si la reconnaissance d'utilité publique était proposée par le ministère des Affaires étrangères, le Conseil d'État l'accorderait presque certainement. Quant aux avantages de cette reconnaissance d'utilité publique, c'est surtout d'obtenir la personnalité civile et avec elle d'être apte à recevoir des dons et legs. On parlait après le déjeuner au midi du problème de financement et des dons et des legs, et c'était déjà une actualité très présente à l'époque. Paris ressent en effet clairement la nécessité de mettre en place à son tour une institution permanente assurant un travail archéologique, puisque la France reste pratiquement absente du terrain d'exploration palestinien. Les représentants français à Jérusalem produisent ainsi quelques propositions dans le sens d'une institutionnalisation de la présence archéologique française. C'est ainsi que le consul général Bopp, en 1903, songe à envoyer à Jérusalem des boursiers français, comme cela se passe dans les cas des écoles françaises d'Athènes, de Rome ou du Caire, au titre de la convention qui les lie à l'AIBL, subordonnée au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Il existe en effet, et c'est ce que l'on constate ici, mais à Paris aussi, un décalage entre l'activisme des pays étrangers et la relative inaction de la France, qui devient de plus en plus criant au cours de cette décennie. Certains développements ne permettent plus de se contenter de moindres efforts, et par exemple la mise en place d'un institut archéologique allemand, et Charles Clermont-Ganneau, dont j'ai parlé déjà, élabore en 1899 un petit opuscule qu'il intitule « Deux projets archéologiques de grande ampleur », prenant en compte les deux aspects religieux et laïques de la présence scientifique française en Orient. Mais pour des raisons en grande partie liées au refus de l'école française d'Athènes de céder son monopole en matière de fouilles archéologiques en Asie mineure, ce projet ne peut aboutir. Suspicion des laïcs envers les religieux, c'est certain. Le blocage persiste donc en dépit des constats accablés qui existent avant 1914. Les Allemands notamment travaillent et se répandent. Les Américains, comme l'écrit le père Féderlin, un père blanc de Sainte-Anne, qui a lui-même aussi mène une petite activité archéologique à ce moment-là, il dit, donc je le cite, « Les Américains rationalistes vont bâtir un institut archéologique et nous ne pouvons bâtir un local pour notre musée biblique qui pourrait faire du bien à l'Église. » Quant à Gustave Mendel, conservateur au musée ottoman, dans une note sur l'état de l'archéologie française dans les pays ottomans, à peu près au même moment, écrit, je le cite, « En Palestine et en Syrie, la présence française serait nulle sans les louables efforts des dominicains de Jérusalem et des jésuites de Beyrouth. Mais il est clair que tout leur dévouement et leur abnégation, même soutenus par les modestes subsides de l'Académie des inscriptions ou de la Société française des fouilles, ne peuvent pas grand-chose contre la puissante organisation des missions étrangères. » Où l'on évoque plusieurs solutions, soit une initiative privée, avec le développement de la Société française des fouilles archéologiques, soit une initiative de l'État, à savoir copier le modèle anglais d'un Exploration Fund bien doté et flexible. Mais tous ces efforts font long feu et il y a absence de réalisation à l'échelle de l'Empire ottoman et donc à celle de la Palestine avant 1914. Alors la Première Guerre mondiale intervient et est-elle synonyme pour notre affaire de destruction de l'œuvre ou de facteur d'accélération ? Le père Lagrange, face à la crise, ne peut être qu'envahi lors de l'été et au début de l'automne 1914. Il ne peut alors qu'être envahi par un certain abattement. La Turquie entre en guerre aux côtés des puissances centrales. École française, en tout cas de facto, je le disais, l'école biblique est symboliquement visée par les Turcs. Elle est réquisitionnée, c'est un lieu de regroupement des religieux de Jérusalem et des environs, un endroit où ces personnes sont examinées en vue de leur
déportation, puisqu'il s'agissait bien de cela à l'époque, de leur déportation vers Urfa, dans le sud de l'Anatolie. Et enfin, un lieu, l'école biblique, le couvent de Saint-Étienne, d'où ces personnes sont toutes expulsées à la mi-décembre, à partir de Beyrouth, en direction de l'Italie. In fine, en tout cas pour certains, in fine, l'école, le couvent est transformé en sérail ottoman, c'est-à-dire en administration civile. Lagrange est bien évidemment effondré devant l'inéluctable destruction de son œuvre, mais l'éviction du clergé français est en premier lieu pour lui un objet de fierté. C'est justement leur qualité de Français que les dominicains de Jérusalem sont au premier. C'est justement cette qualité de Français qu'ils sont considérés comme dangereux aux yeux des Turcs, certes, mais surtout aux yeux des Allemands, qui instrumentalisent l'Empire ottoman et qui sont en l'occurrence les alliés de l'Empire ottoman. L'expulsion est comprise comme un défi. Et il s'agit, pour Lagrange, tout de suite, d'imaginer la reprise future des activités des dominicains en Palestine en accord avec leur gouvernement. Il est reçu en audience par le pape dès son arrivée à Rome, après son expulsion, le 8 janvier 1915. Il affirme à ce moment-là, directement, envers le pape, il écrit à ce moment-là, il dit à ce moment-là, qu'il n'y a pas de place pour un autre institut biblique catholique à Jérusalem, à moins que sa vocation ne soit de détruire celui des dominicains. Suivez mon regard, il s'agit des jésuites. Et il dit: notre école est en présence d'une école évangélique allemande et d'une école protestante américaine qui ont été fondées pour rivaliser avec nous. Nous ne pouvons supporter la concurrence d'une école catholique. Il est alors actif de retour à Paris, auprès des milieux de pouvoir. Il prend la plume pour servir sa patrie. Il écrit, il prononce certaines conférences où il dénonce l'action des Allemands en Palestine. Ses interventions publiques sont aussi du domaine théologique, avec par exemple une série de conférences sur l'exégèse allemande, une attaque en règle contre 400 ans de réforme, alors fêtée en grande pompe en Allemagne, avec au passage un rappel de l'œuvre effectuée par l'école biblique. Et il dit: nous avons eu la prétention très haute, à l'école de Jérusalem, de donner au public un cours complet d'études bibliques qui fut une œuvre de foi et aussi de bonne foi, une œuvre catholique et une œuvre française. Et c'est là qu'il a ces paroles tout à fait éloquentes: l'école pratique d'études bibliques a été fermée parce que française, elle renaîtra française. Et de fait, pour lui, la France en général doit reprendre sa place, obtenir, rien de moins, le contrôle de la Terre Sainte. Avec de la part de Lagrange, à Paris, des appels du pied pour aller plus loin, c'est-à-dire la reconnaissance officielle. Par exemple, en janvier 1917, lorsqu'il reçoit l'allocation du ministère des Affaires étrangères pour son école biblique, alors qu'il était effectivement à Paris et que l'école de Jérusalem est alors occupée par les Ottomans, il écrit: je le cite: « J'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous exprimer toute ma gratitude au nom des religieux et anciens professeurs de cette maison. Ce nous est une singulière marque de bienveillance et un encouragement pour ne pas abandonner l'espoir d'y travailler utilement, comme nous le pensons, pour le bon renom des études françaises. Nous espérons même que ce sera désormais sous la tutelle directe du drapeau français. » Je ne sais pas si vous avez vu en entrant le drapeau français qui flotte aujourd'hui. Nous sommes dans la continuité de ces paroles de 1917. Et c'est effectivement au retour à Jérusalem que l'on commence à envisager le passage au statut d'école française, non plus de facto seulement, mais désormais de jure. Le retour des dominicains à Jérusalem se fait en parallèle ou dans la suite de l'avancée des troupes alliées vers Jérusalem, British First, à l'automne 1917, avec une proximité de la libération de la ville sainte qui permet à Lagrange d'envisager plus concrètement la réalisation de plusieurs souhaits. C'est non seulement la réouverture de son institution, avec néanmoins à ce moment-là l'incertitude sur son état réel après presque 3 années d'occupation ottomane. Reprise, et pourquoi pas le règlement des problèmes d'avant la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que Lagrange est très désireux à ce moment de vouloir mettre un point final aux interrogations de l'avant 14. L'établissement doit passer du statut d'école française de facto à celui d'école française de jure. Une revendication davantage entendue, puisqu'à ce moment, la France espère encore prendre la première position en Terre Sainte, une fois que, messieurs les Anglais, nous auront cédé la place. Mais le sort de la Palestine apparaît néanmoins sous les auspices, et on le sait bien, purement britanniques. Lagrange s'active immédiatement pour donner une suite aux efforts produits à Paris, en direction des autorités françaises au cours du conflit. Il veut regrouper ses troupes,
Comme la présence de ces dominicains sur le front européen n'est plus indispensable, pourquoi ne pas les affecter au théâtre d'opérations orientales, d'où ils pourront rejoindre rapidement la ville sainte? Il a lui-même le souhait de retourner rapidement en Terre sainte, mais aux difficultés habituelles du voyage s'ajoute l'état de guerre, les lois martiales imposées par Allenby sur la Palestine. Lagrange peut, dans ces circonstances, logiquement bénéficier de l'appui des autorités françaises. Il retourne lui-même dans la ville sainte le 12 novembre 1918. Il retrouve une école qui n'est pas dans le mauvais état qu'il aurait pu redouter. Dès avril 1918, les Bergessins et Savignac, eux-mêmes réinstallés à Saint-Étienne, avaient pu informer l'AIBL, les Belles Lettres, que les estampages dont on a parlé tout à l'heure, réalisés lors de leur mission à Palmyre en juillet 14 et qui avaient été laissés à Jérusalem, n'ont, je cite, point eu à souffrir et ont été retrouvés intacts, comme quoi les Ottomans n'étaient pas les sauvages qu'on voulait voir internationalement. Dans le contexte de ce moment, l'archéologie est alors en période de modernisation, d'institutionnalisation. C'est un mouvement que la France ne veut pas, cette fois, rater. L'effondrement de l'Empire ottoman ouvre des champs inconnus ou à peine entrevus jusque-là. Il s'agit donc de ne pas être en retard pour ne pas les laisser aux mains des autres puissances. Un vide doit en effet être comblé. Il s'agit par exemple, et là aussi l'actualité est particulièrement intéressante, éviter que des richesses archéologiques soient laissées à la portée des pilleurs déjà à l'œuvre, dont les méfaits ne peuvent qu'ajouter aux destructions dues aux hostilités. Il s'agit d'organiser l'archéologie pour ne pas l'abandonner aux mains des marchands d'antiquités. Mais aussi et surtout, il s'agit de ne pas laisser le domaine palestinien à la seule Grande-Bretagne. On a des idées précises de ce point de vue-là. C'est ainsi que Ronald Stolz, gouverneur de Jérusalem, préside à la mise en place d'organismes visant à la préservation de l'image de la ville sainte, c'est le comité Pro-Jérusalem par exemple, ou des organismes visant à une meilleure connaissance de la Palestine, la Palestine Oriental Society. C'est aussi lui, Ronald Stolz, qui, en collaboration avec d'autres, comme le professeur John Garston de Liverpool, qui met en place le service des antiquités du mandat britannique. C'est un réseau très serré qui complète l'archéologie et qui crée sur le papier dès juin 1918 à l'initiative du Palestine Exploration Fund et de la British Academy qui se met progressivement en place. Aux yeux des Français, il y a bien là le souhait d'établir un monopole britannique dans un domaine toujours au centre des rivalités internationales. Et c'est à ce moment-là que l'on pense à l'insertion de l'école biblique dans l'organisation de cette archéologie palestinienne qui se met en place. Les dominicains sont pleinement impliqués par les Anglais dans leurs efforts archéologiques et Ronald Stolz éprouve une grande admiration pour eux. Le père Abel entre ainsi dans le comité Pro-Jérusalem, tandis que le fondateur de l'école biblique est nommé président de la Palestine Oriental Society. C'est un véritable œcuménisme international qui se met alors en place. Mais pour la France, comme pour les dominicains, ces honneurs ne suffisent pas. Ils sont soucieux de faire concéder à l'Angleterre un partage équitable des responsabilités archéologiques au Levant. C'est ainsi que Pierre Lacaud, directeur général des Antiquités d'Égypte, écrit le 30 novembre 1918 au ministre de France en Égypte, je le cite, « Nous avons des projets d'organisation scientifique en Syrie. Il me paraît indispensable que notre désir d'avoir les mains libres dans ce domaine propre ne nous fasse pas renoncer à la possibilité de travailler ailleurs. Il n'y a aucune parité entre le domaine archéologique de Syrie et celui de Palestine et de Mésopotamie réunis. C'est maintenant qu'il faut régler ces questions. Parler sans être consulté peut paraître étrange, mais cela vaut mieux sans doute que de critiquer quand il est trop tard. Un sage homme, ce Pierre Lacaud. Il obtient l'appui de François-Georges Picot, haut commissaire de France en Palestine et en Syrie, qui écrit, je le cite, « Le principe doit être posé d'un régime spécial, excluant le monopole strict qui nous exclurait de Mésopotamie, peut-être même ultérieurement de Palestine et d'Égypte, pour nous cantonner en Syrie au grand détriment de l'assyriologie et de l'égyptologie, ces disciplines si françaises. » La réaction française à tout cela, ces menées britanniques, c'est à la fin de 1918 Charles Clermont-Ganneau qui se sent en mesure de reprendre son idée d'une station archéologique permanente à établir en Orient. Une idée reprise par François-Georges Picot qui écrit « Il serait à désirer qu'une entente préalable intervienne entre les puissances intéressées sur le principe de la non-confiscation du domaine scientifique par zone pour toute l'étendue de l'Empire ottoman où notre ministère de l'Instruction publique a, depuis 70
70 ans envoyés de si fructueuses missions archéologiques. Tout reste donc à faire pour la Palestine et l'on doit prier la Grande-Bretagne d'attacher de l'importance à une tradition vieille d'au moins 70 ans. C'est dans ce contexte que se met en place une initiative américaine d'instituts archéologiques interalliés. Les Américains sont en effet désireux de retrouver la place qu'ils avaient occupée avant-guerre dans l'archéologie palestinienne. Ils envisagent non pas un renouveau de la rivalité internationale, mais, à l'image du président Wilson de cette époque, mais le développement d'une coopération très concrète. C'est un projet qu'ils lancent, qui est communiqué à Sylvain Lévy, intermédiaire du gouvernement français, alors en mission aux États-Unis à l'automne 1918, un projet dont les principales caractéristiques sont, je le disais, le souci d'une meilleure coopération entre les différentes puissances en matière de recherche orientaliste. Il s'agit d'aller dans le sens d'une meilleure concertation, voire d'une organisation commune qui chapeaute les institutions existantes. Je cite le rapport de Sylvain Lévy à ce propos, un plan dans lequel les écoles nationales travaillant en Palestine trouveraient moyen de se combiner dans un arrangement en forme d'université qui, tout en laissant à chacune des écoles sa personnalité propre, permettrait de maintenir le contact et d'agir en commun dans la mesure du possible. Le projet est affiné par la suite aux yeux des Français pour déjouer les ambitions anglaises. L'intérêt du ministère des Affaires étrangères s'affirme à ce moment-là avec une insistance de Lévy pour saisir la balle au bond, qui écrit, Sylvain Lévy encore lui, la Palestine semble un champ particulièrement propice pour tenter cette expérience, puisque, quel que soit où doive être son statut politique, elle intéresse 3 des grandes religions de l'humanité, Sylvain Lévy lui-même étant représentant la partie juive, bien entendu, elle intéresse 3 des grandes religions de l'humanité et la plupart des nations du monde civilisé. Il est d'autre part à prévoir que, sur ce champ restreint, où se croisent tant d'intérêts de tout ordre, les risques de conflit seront plus fréquents et plus grave. Le statut politique de la Palestine n'est pas encore fixé, nous sommes à la fin de 1918. Avant qu'une puissance particulière soit appelée à y occuper une position privilégiée, soit par dévolution de propriété, soit par un mandat de la Société des Nations, il semble opportun de constituer les cadres d'une organisation internationale de travail archéologique. La France ne doit donc pas craindre de s'engager dans une affaire dans laquelle elle peut obtenir une place certaine. Je cite encore Sylvain Lévy, « Si cette organisation existe et qu'elle existe en dehors de nous, elle existera contre nous. D'autres, plus habiles, y prendront notre place. » Encore un sage. Et pour le ministère des Affaires étrangères et l'instruction publique, il y a urgence à ne point laisser passer cette occasion de maintenir le droit de nos missions, c'est une citation, en face d'un exclusivisme que nulle raison scientifique, et moins encore politique, ne saurait justifier. Et Lévy, encore lui, n'est pas en même. Mentionnant la création d'une école anglaise et sa collaboration prévue avec l'école américaine, il écrit, je le cite, « Ainsi, nous nous sommes laissés devancer par les Américains dans la préparation des mesures d'ordre archéologique, par les Anglais dans la création d'une école archéologique de Palestine. Il est à souhaiter que notre action ne soit pas plus longtemps retardée. » Quel rôle joue alors l'école biblique dans ce débat? Si Sylvain Lévy n'y pense pas vraiment, de leur côté, les autorités françaises n'oublient pas l'institution de Jérusalem. L'un de nos diplomates écrit à ce moment qu'il s'agit, je cite, « de veiller aux intérêts des établissements déjà existants, comme celui des dominicains de Saint-Étienne, qui ont fait de très beaux travaux. » Une cristallisation du côté français s'effectue au moment du congrès français de la Syrie. Alors c'est un puzzle qui se construit et je vous demande encore un tout petit peu de patience. Mais donc, au moment du congrès français de la Syrie, qui se réunit alors, à la suite de prises de position du temps de la guerre et en collaboration avec l'Université de Lyon, la Chambre de commerce de Lyon crée tout d'abord un comité lyonnais des intérêts français en Syrie, en octobre 1918. On met en place un congrès français de la Syrie au début janvier 1919, avec notamment une section archéologie, histoire et géographie, ethnographie. Au cours de ce congrès, on écrit « Les travaux récents de l'admirable école biblique de Jérusalem nous donnent le droit de revendiquer la continuation de ces œuvres qui font honneur à la science française. » De fait, l'école biblique a toujours souffert de l'insuffisance de moyens, ce qui semblait, je cite, la mettre en état de notable infériorité vis-à-vis des puissantes sociétés archéologiques anglaises, allemandes, russes, opérant par intervalles en Palestine. Le congrès français de la Syrie
décide alors d'envoyer au Levant une mission d'étude pour évaluer non seulement les intérêts français, mais aussi la valeur intrinsèque de cette région dont on croit qu'elle est encore promise à la France. Une délégation est présente en Orient de mai à septembre 1919 sous la présidence d'un universitaire lyonnais, le juriste Paul Huvelin. Il y a reprise, au moment du passage de cette délégation, reprise des vœux de la section enseignement du Congrès dirigée par Huvelin, comme ceux de la section archéologie, histoire, géographie présidée par Ernest Bablon, dont j'ai déjà cité le nom plus tôt. On s'exprime dans le sens d'une institutionnalisation et d'une rationalisation de la science française. De passage à Jérusalem, au mois de juin 1919, Huvelin fréquente le couvent de Saint-Étienne et l'école biblique, et c'est à ce moment que convergent les intérêts mutuels pour donner enfin une réalisation à la très ancienne revendication dominicaine. Dans son entrée du 19 juin 1919, au moment du départ de la mission Huvelin, le chroniqueur de Saint-Étienne écrit, je le cite, « On leur a remis un mémoire rédigé par le père Lagrange pour que l'école biblique soit reconnue d'utilité publique ou rattachée à l'Institut. » C'est cette fameuse phrase, cette citation que le père Montagne m'avait confiée à l'époque et qui avait lancé l'étude qui est la base de mon propos aujourd'hui. À ce moment donc, en juin 1919, les préoccupations du département, des organisateurs du congrès de la Syrie, des autorités scientifiques françaises et des religieux se sont définitivement croisées pour ne plus se séparer. Et c'est à ce moment-là que l'on trouve plus concrètement le rôle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Elle prend en effet le relais de toutes ces idées qui sont convergentes. Elle prend acte de la vive réticence britannique à donner un quelconque engagement en faveur de l'archéologie française en Palestine et des réflexions du ministère de l'Instruction publique qui prennent en compte les nouvelles données. Il s'agit de procéder avec tact, sauf à vouloir s'isoler définitivement et perdre tout espoir de participer à l'exploration future de la région. C'est ainsi qu'on écrit en juillet 1919 « Toute entreprise isolée serait nuisible et nous mettrait dans un déplorable état d'intériorité. » C'est en effet la méthode contraire qui est suivie en Amérique et en Angleterre, où l'on a réussi à mettre en commun les efforts et les ressources avec l'appui des gouvernements. La France doit donc considérer la proposition anglo-saxonne à sa juste valeur et ne pas demeurer dans une attitude de repli sur soi. Mais il s'agit aussi, dans l'esprit de l'AIBL, d'éviter une dépendance contestable. En matière archéologique, la France de l'après-1918 ne compte plus sur place que l'école biblique. Il s'agit donc de se concentrer sur elle et d'éviter tout ce qui pourrait faire doublon. Je cite, « Ce serait un emploi discutable de nos ressources que de renouveler soit sous le toit américain, soit à part ce qui existe déjà à l'école biblique de Saint-Étienne et qui a obtenu déjà de si beaux résultats. » Mais pour le moment, l'établissement dominicain ne peut être la seule incarnation de l'archéologie française en Palestine. On écrit encore, en effet, une mission permanente installée à Jérusalem, en rapport étroit avec l'école de Saint-Étienne d'une part et de l'école américaine d'autre part, un centre où passeraient et sojourneraient nos missionnaires, ou une direction où un simple secrétariat assurerait la continuité des relations et la coordination des travaux. Cette maison française, simple, mais digne de notre pays, suffirait à nous mettre sur le pied d'égalité. Elle serait, d'autre part, ouverte à tous nos missionnaires, à quelque institution qu'ils appartiennent. Fin de citation. On parle alors à ce moment-là, encore et toujours, vous le soulignerez avec moi, d'une école biblique et d'une école archéologique. L'école biblique est étroitement associée au projet d'école interalliée qui prend peu à peu forme. C'est ainsi que, en septembre 1919, la partie française parle désormais d'un, je cite, projet de création à Jérusalem d'une maison d'émission française en rapport avec l'école de Saint-Étienne. Donc on a encore et toujours deux choses différentes. L'école biblique parvient néanmoins à s'affirmer grâce à la réapparition d'un objet d'inquiétude pour la présence française en Terre Sainte, à savoir la reprise de l'affaire de l'annexe hiérosolymitaine de l'Institut biblique pontifical jésuite, qui sont désormais décidément une fixation. L'intérêt des officiels français pour la proposition américaine se maintient. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, depuis le printemps 1919, a donc pris les choses en main, avec désormais une proposition précise de la part des anglo-saxons de la plume de l'universitaire de Liverpool, John Carston. Le projet d'une école regroupant France, Angleterre et États-Unis est accepté, mais la France limite en même temps son engagement pour ne pas en être trop dépendante.
On le voit, l'AIBL a définitivement inscrit l'école biblique à l'ordre du jour de ses préoccupations, mais l'on envisage encore et toujours une école nouvelle, séparée de celle de Saint-Étienne. L'école dominicaine est internationale dans les faits. La nouvelle ne sera que française. C'est en tout cas ce que a à cœur de concrétiser l'AIBL à ce moment-là. L'école biblique est une institution d'enseignement surtout destinée à des prêtres. La nouvelle doit être un centre de recherche scientifique. Cette différence ne peut qu'occasionner une concorde complète entre les deux institutions. Au cours de la dernière séance de travail de l'AIBL pour l'année 1919, le 30 décembre, le byzantiniste Charles Dille, qui en prend la présidence, a ces mots prometteurs, et je vais le citer. L'Académie des inscriptions a depuis longtemps la charge de veiller hors de France à quelques-unes des manifestations les plus éminentes de la science française. Au patronage qu'elle exerce sur les écoles d'Athènes, de Rome, d'Extrême-Orient et de façon indirecte mais réelle sur l'Institut français du Caire, d'autres tâches vont sans doute s'ajouter. Vous avez accepté, donc il s'adresse à ses pairs, vous avez accepté en principe la direction de l'école qui, en collaboration avec nos alliés d'Angleterre et d'Amérique, se constitue en ce moment même à Jérusalem. Dans cet Orient de Syrie et de Palestine, où, malgré tant d'événements que nous eussions parfois pu souhaiter autres, tout est plein encore du souvenir et du nom de la France. Nous trouvons un long héritage de traditions scientifiques auxquelles nous n'avons pas le droit de renoncer. C'est donc Charles Dille, le 30 décembre 1919. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on se dirige, enfin, pour nous tous, vers une unification. En effet, si la France paraît désireuse de réaliser de grandes choses en Orient et a de généreux espoirs, il n'en reste pas moins que ses moyens restent très limités. Paris doit harmoniser d'ambitieux impératifs, être digne de son patrimoine scientifique, marquer sa place en Palestine, mais en même temps, il y a nécessité de restreindre les frais. De manière symptomatique, lorsque l'Académie accepte de prendre en charge la direction scientifique et administrative de l'école française prévue par le projet commun, elle annonce les limites de ses capacités, déjà. La France ne peut qu'aller dans le sens d'une focalisation sur l'école biblique. C'est ainsi qu'on trouve une lettre du directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique, Alfred Coville, adressée au secrétaire perpétuel des inscriptions et belles-lettres, René Cagnat. Si une école archéologique française est mise en place, son directeur doit être nommé par les dominicains. Donc c'est l'instruction publique qui écrit ainsi. Les dominicains de Jérusalem ne sont pas en reste pour vanter leurs propres mérites et tirer la couverture à eux-mêmes. Ils montrent qu'ils continuent de travailler et de communiquer leurs résultats aux belles lettres comme par le passé. Ils avouent franchement ne pas être d'accord avec la tournure qu'a prise la discussion à la fin de 1919, puisqu'elle a tendance à les exclure du programme de collaboration scientifique envisagé. Ils sont, les dominicains, en l'occurrence, aidés par plusieurs éléments. C'est d'abord le retard que prend en Palestine même la mise en place de la collaboration anglo-saxonne, notamment pour des raisons matérielles là aussi. Et aussi, on prend du retard avec la discussion relative à la participation de l'Hexagone au projet d'école interalliée, qui met du temps à trouver un terme avec, là encore, la question du financement. Dans ce contexte, Lagrange, encore et toujours lui, exprime vivement ses désillusions et reprend l'initiative. Par la voie indirecte d'abord, avec des doléances à l'adresse des représentants français dans la région, où il écrit « La seule école qui représente la France à Jérusalem, c'est la sienne ». L'anglais John Garstin et l'américain Albert Clay se rendent progressivement compte de ce que la France n'a pas besoin de créer une école archéologique. Elle dispose en effet déjà de l'école biblique. Il suffit donc d'installer la nouvelle école dans les murs de celle de Saint-Étienne et la collaboration avec les Anglo-Américains suivra tout naturellement. Il faut donc que Paris, c'est l'argument de Lagrange, rationalise son action. Il s'exprime aussi par la voie directe dans une lettre adressée à René Cagnat, secrétaire perpétuel de l'AIBL, le 14 août 1920, il parle de l'école biblique et indique que, comme l'école biblique pratique depuis toujours une association de faits avec ses homologues anglaises et américaines, dans le cadre des négociations actuelles, il faut qu'elle soit considérée comme la représentante de la France en tant qu'institut archéologique. C'est donc à elle que l'AIBL doit confier la responsabilité de contribuer aux travaux archéologiques palestiniens. Lagrange ne réclame, et c'est l'avantage, aucun engagement pécuniaire considérable de la part de l'Institut.
L'école reçoit déjà de l'argent des affaires étrangères et laisse l'Académie libre de ses actions. Il suggère néanmoins une aide qui puisse permettre à l'école de publier des ouvrages, notamment avec des illustrations, etc., etc. Il fait tourner, et j'en arrive à la fin de mon propos, il fait tourner l'affaire en sa faveur et se dit prêt à accueillir les missionnaires envoyés par l'Académie qui devront vivre néanmoins au rythme de l'école et pourront utiliser librement sa bibliothèque. Il profite aussi d'autres institutions, d'autres interventions directes dans la capitale française, et non des moindres, ainsi de Raymond Poincaré, qui prend la plume dans la célèbre Revue des Deux Mondes, où il défend les établissements français, qui incarnent d'anciennes traditions françaises, en particulier revient-il sur l'école biblique. De passage à Paris, le père d'Orme, alors prieur du couvent, agit en direction du ministère des Affaires étrangères par le biais de Robert Dequet, l'un des grands syrianistes de l'époque et donc l'un des personnages influents dans la politique orientale de la France, moyen-orientale de la France, et il lui écrit, et je le cite, et je vais essayer d'aller plus vite, en tout cas, je le cite, « En ce qui concerne particulièrement l'école biblique des Dominicains, la proposition faite par M. Poincaré dans son article ne rencontrerait peut-être pas autant d'objections qu'on pourrait s'y attendre. La nature spéciale de cette œuvre que l'Académie des inscriptions et belles-lettres veut bien mettre sur le même pied que les écoles françaises d'Athènes, de Rome et d'Extrême-Orient, l'association de cette école aux écoles archéologiques françaises et américaines de Jérusalem, le caractère scientifique de l'enseignement qui y est donné à des auditeurs de toute race et de toute confession, l'empressement que les Anglais eux-mêmes et les Juifs ont toujours mis à utiliser non seulement la bibliothèque, mais encore la compétence des professeurs dans toutes les questions touchant à la Palestine, autant de raisons qui permettent d'envisager sinon un accueil favorable, du moins une libre discussion du problème. Nous sommes le 11 octobre 1920. Donc parlant le 11 octobre dans cette lettre d'une mise de l'école biblique, je le cite, sur le même pied que les écoles françaises d'Athènes, de Rome et d'Extrême-Orient, il précède de peu à la réalité des faits. C'est en effet, et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est en effet le 15 octobre 1920, dans sa séance régulière, que l'Académie des inscriptions et belles-lettres accorde une reconnaissance officielle à l'établissement des Dominicains de Jérusalem. L'école pratique d'études bibliques devient l'école biblique et archéologique française. L'Académie demande à Lagrange, directeur de l'école biblique, de mettre en place le complément qui vient d'être créé, à savoir l'école archéologique. Il s'engage à envoyer des missionnaires qui doivent être accueillis, l'Académie s'engage à envoyer des missionnaires qui doivent être accueillis à Saint-Étienne et jouir de l'aide du directeur, à fournir la bibliothèque en livres, à lui accorder une subvention et une somme de 8 000 francs pour l'achat de livres et l'abonnement à des périodiques, à subventionner les publications de l'école biblique. Enfin, l'Académie est déchargée de tout ce qui est question matérielle, le directeur de l'école s'occupant de tout. Et c'est dans ce fil, et vous me permettrez de terminer là-dessus, qu'est mise en place effectivement l'école biblique et archéologique française, avec donc enfin l'obtention par Lagrange d'un agrément officiel de son pays en faveur de son école, et dans la lettre d'accusé de réception et surtout de reconnaissance écrite à Cagna, et ça a été cité tout à l'heure, le 14 novembre 1920, il écrit « Nous avons toujours voulu travailler pour notre pays et après cette distinction si flatteuse, nous essaierons de profiter de l'expérience acquise dans l'intérêt des études françaises que nous aurons le très grand bonheur de représenter, si peu que ce soit. » C'est seulement donc, et on l'a vu, de manière réactive que la France décide de franchir le pas et de mettre en œuvre une mission permanente d'archéologie en Palestine. La France s'engage vis-à-vis des Dominicains en raison du caractère financier relativement modeste de l'opération. La France s'épargne en effet la peine et les frais de l'établissement à partir de rien d'une école archéologique française. L'argument financier est donc de toute première importance dans les décisions favorables aux religieux. Mais néanmoins, désormais, l'école biblique ne tient plus seulement à la seule personne du père Lagrange. Les sommes engagées par le ministère des Affaires étrangères ne peuvent être que symboliques au regard des besoins réels. Les Dominicains ont en effet rapidement soin de poursuivre les discussions avec les diplomates afin que les anciens privilèges fiscaux soient préservés. Et c'est en ce sens, ils aboutissent grâce à l'aide d'un certain personnage que nous connaissons bien, Sir Herbert Samuel, le premier haut-commissaire britannique en Palestine, qui est, dit-on, dans tous les cas en mesure de donner l'assurance que s'il s'avère nécessaire de revoir le système turc d'exemption fiscale, l'école archéologique française ne sera pas le moins du monde, moins prise en considération que toute autre institution scientifique britannique ou non établie en Palestine.
La mise en place du système, et je termine très vite, la mise en place du système met toutefois un tout petit peu de temps, effectivement, et c'est seulement après l'obtention de la garantie de la reconduction des avantages fiscaux, c'est seulement en décembre 1921 qu'un premier boursier de l'Académie peut enfin être envoyé à Jérusalem. L'École biblique et archéologique française de Jérusalem envoie à l'Académie des inscriptions et belles-lettres son premier rapport réglementaire en décembre 1922. Le lien institutionnel est donc définitivement établi. Et c'est à ce moment que le père Lagrange annonce son retrait de directeur de l'école biblique et il propose son logique successeur, le père Dorme. Je vous remercie.